D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Mokhtar Chaoui est enseignant-chercheur en littérature française et méthodologie de recherche à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Martil. Il est aussi romancier et essayiste. Né à Tanger en 1964, il obtient un doctorat ès-lettres de l'université Lille 3 en 1994, université où il s'investit dans le théâtre qui devient une passion, la gestion des bibliothèques, la revue Roman 20/50 et le groupe de recherche Les 20e-istes. Il rentre au Maroc, à Oujda, où il enseigne à l'université avant d'être nommé à Martil. En 2000, il soutient une thèse qui valide l'obtention de son doctorat d'État. Spécialiste de Marcel Arlan, auquel il a consacré 2 livres et 4 importants articles, mais il s'est aussi penché sur les littératures de Mohamed Choukri, de Samuel Beckett et d'André Gide. Il est surtout connu au Maroc en tant qu'auteur de 6 romans, publiés ou réédités principalement chez Virgule Éditions, le 38 Éditions, Afrique-Orient et Edif, dont le dernier titre, le 4e livre, questionne en profondeur la société marocaine contemporaine. Mokhtar Chaoui a aussi publié 5 recueils de nouvelles, un recueil de chroniques chez Salina et 2 recueils de poèmes. Alors nous voici à l'hôtel El Minza avec Mokhtar Chaoui, le très populaire Mokhtar Chaoui, pour lequel tous les intellectuels de Tanger revendiquent une relation d'amitié. Mokhtar Chaoui, tu es écrivain, tu es chercheur, tu es universitaire, tu es intellectuel, mais tu es avant tout un écrivain. Comment est née ta vocation littéraire ? Bon, tout d'abord, merci pour cette invitation. Et ça m'étonne quand tu dis en fait que je suis célèbre. Je ne pense pas, je ne le conçois pas comme ça. Mais sinon, après tout ce que tu as dit, je suis d'abord un homme. Je suis d'abord un citoyen avant d'être universitaire ou avant d'être écrivain, etc., etc. Sinon, pour l'écriture, en fait, j'avais écrit un texte, un tout petit texte en arabe quand j'avais 13-14 ans. Et c'est un texte que je gardais. Je garde toujours, j'ai trouvé d'ailleurs. Et j'avais toujours envie de dire quelque chose que je ne pouvais pas dire au public, au grand public. Parce que j'ai toujours été, je crois que je le suis encore, quelqu'un de très solitaire. Quelqu'un de plutôt taiseux, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en public. Et tout ce que je ne peux pas dire en public, je le dis à travers les romans, à travers les écrits, etc. Et ça a commencé comme ça. Et je me rappelle quand j'étais en France, j'avais écrit un petit texte que j'ai intitulé, je ne me rappelle plus d'ailleurs, c'est un texte très beckettien parce que j'étais très influencé par Beckett, que j'avais donné à mon directeur de recherche à l'époque. Et il m'a dit, bon, c'est à mettre à la poubelle, mais tu peux faire mieux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je vous parle là de 93. Et quand j'étais affecté à Oujda, j'avais pas grand-chose à faire à part les études. Donc j'avais largement le temps de faire des choses. Et j'ai commencé à penser à une idée, à 2, etc. Et ça a donné le premier livre qui a été publié en 2004. Donc je ne sais pas si j'ai voulu être écrivain, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le domaine dans lequel je me sens le mieux. Après, ça plaît ou ça déplaît, ça c'est une autre chose. C'est autre question. Mais c'est donc le fait d'être à la fois poussé par un enseignant d'université à Paris, à la fois le fait d'être isolé à Oujda qui t'a permis l'écriture. Ben, la solitude, je crois que c'est le premier déclencheur pas simplement de l'écriture, mais tout art, que ce soit artiste peintre, que ce soit poète, que ce soit romancier. Je pense que l'écriture, ça nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes d'abord, à réfléchir sur ce qui nous entoure, et à essayer, autant faire se peut, de faire passer ce qu'on pense être utile pour les autres. Parce que si ce qu'on écrit n'est
bon que pour soi-même, autant écrire et laisser ça dans le tiroir. Du moment qu'on décide de faire publier ça, du moment qu'on cherche, qu'on le veuille ou non, un romancier quand il veut, quand il décide de publier, ça veut dire qu'il cherche des lecteurs. Eh bien, autant donner à ce lecteur quelque chose qui l'intéresse. Cela dit, si quelque chose ne m'intéresse pas personnellement, je ne peux pas écrire. Il faut que ça me travaille d'abord moi, et après je me pose la question, est-ce que les choses qui m'ont travaillé vont intéresser les autres? Si oui, je publie, sinon je garde. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai une dizaine de projets qui sont, je dirais, aux oubliettes, qui attendent leur tour peut-être. Qu'avais-tu étudié en France? Tu as un doctorat. Tes études ont porté sur quoi? J'avais fait déjà une première expérience en France en 86. Tu as étudié à Lille 3, c'est ça? Lille 3, voilà. J'avais une première expérience à Strasbourg quand j'ai eu mon DUG. Je suis parti à Strasbourg pour faire des études théâtrales parce que j'aimais le théâtre. Mais à cause de certaines, je dirais, difficultés extra-universitaires, si vous voulez, je suis revenu chez moi. J'ai terminé ma licence et après, je me suis inscrit en DEA à Lille 3. Et ça portait simplement sur la littérature. Voilà. La littérature, c'est-à-dire plus précisément? Pour mes études en DEA, j'avais travaillé sur 2 livres, sur 2 écrivains, André Gide et Roger Martin Dugard. Et bien entendu, une fois que j'ai eu mon DEA, je me suis inscrit en thèse et j'avais comme idée, une idée que j'avais proposée à mon directeur de recherche. Je lui ai dit, je suis intéressé par les écrivains méconnus. Et donc je voulais savoir pourquoi certains écrivains, on les découvre parfois, et sinon la plupart du temps par hasard, et on découvre en route qu'ils sont de très grands écrivains. Et la question que je me posais, pourquoi tel est devenu célèbre et tel autre a tout simplement sombré dans l'oubli? J'avais choisi plusieurs écrivains, dont celui sur lequel je me suis focalisé, c'est-à-dire Marcel Arlan. Je voulais savoir pourquoi Marcel Arlan, qui était directeur de la NRF, qui a eu le prix Goncourt en 1929, qui était plus ou moins célèbre à son époque, pourquoi il a sombré dans l'oubli. Et j'ai commencé à travailler, comprendre un peu sa vie, sa façon de voir la littérature, etc. Donc j'avais 5 écrivains méconnus. Je me suis concentré sur un parce que déjà ça m'a pris 4-5 ans Parce que le problème avec Marcel Arlan, c'est qu'il faut consulter le fonds Marcel Arlan, qui est un fonds dans la bibliothèque Jacques Doucet, au Panthéon. C'est toute une petite bibliothèque où il y a des fonds des grands écrivains. Il fallait pas sortir les documents, il fallait lire sur place, etc. Ça m'a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais ça c'est pas... Mais à la fin, j'ai plus ou moins, je dis bien plus ou moins compris pourquoi il a sombré dans l'oubliette. Et alors, pour moi, il a sombré tout simplement parce qu'il n'a pas su suivre, je dirais, l'évolution de la littérature. Il est resté sur une littérature très classique. Alors, je vous parle des années 60, 70, etc. Ça veut dire, c'est l'expansion du nouveau roman, c'est la modernité littéraire, tout ce que vous voulez. Et pour lui, la littérature, c'est une littérature qui doit rester plus ou moins classique. Et il y avait beaucoup de débats que j'ai trouvés dans certaines lettres où il insultait Lambridge l'insultait, il insultait Jean Paulhan, qui était directeur à l'époque. C'est tout un univers qui est très intéressant à publier, mais pour l'instant, je ne peux pas encore le publier, bien que j'ai les documents, parce que il me faut l'autorisation des ayants droit. Et comme Marcel Arlan n'avait qu'une fille qui était un petit peu, je mets ça entre guillemets, folle, il fallait chercher le tuteur, etc., etc. Le tuteur m'a donné une autorisation pour consulter, mais pas pour publier. ça peut être une très bonne raison pour laquelle l'œuvre soit restée dans l'oubli. Ah, peut-être, mais c'est pas la seule, je ne crois pas. Parce qu'il y en a d'autres avec qui c'est plus facile, de travailler. Je ne dirais pas l'écrivain, mais les ayants droit. Et alors, ce Marcel Arlan, c'est quoi son style? Qu'est-ce que tu as aimé dans son travail? C'est quelqu'un qui s'est intéressé à la nouvelle. Et tu sais très bien que la nouvelle en France, c'est pas vraiment le genre admiré. C'est quelqu'un qui, à mon sens, à l'époque, a déjà commencé à écrire ce qu'on va appeler par la suite, c'est-à-dire dans les années 80, de l'autofiction. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une écriture très intimiste, qui parle de son expérience, parce qu'il avait une expérience un peu difficile. Il a perdu son père à l'âge de 3 ans. Sa femme, comme il dit dans un livre, ma mère a rendu notre maison un tombeau, parce que sa mère n'arrivait pas à sortir de son deuil, et donc elle le projetait sur ses enfants. Donc, il parle un petit peu de tout cela, mais il est aussi critique littéraire, donc il analyse beaucoup de livres. Mais la phrase que je retiens de lui, toujours, et que j'essaie de pratiquer dans ma façon d'écrire, c'est lorsqu'il dit « Il n'y a pas d'autre langage que le langage du cœur ».
Et ça, cette phrase m'a beaucoup, je dirais, marqué, parce que jusqu'à maintenant, je me dis toujours que s'il y a un livre que je lis, s'il y a un livre trop intellectuel, s'il y a un livre où il y a trop de savoir, s'il y a un livre où on sent que l'écrivain te dit « lis-moi, c'est moi le maître et toi l'apprenti, et je t'apprends des choses », là, ça me tombe des mains. Donc à chaque fois, s'il y a un livre qui m'émeut, s'il y a un livre qui, parfois, j'exagère, mais en tout cas qui me donne des larmes aux yeux, je dis ça vient du cœur et ça m'intéresse. Tout le reste, pour moi, c'est... De la littérature. Voilà, de la littérature, exactement. Donc voilà, c'est cet aspect-là, cet aspect de franchise, de sincérité, et bien entendu, un style bien écrit. C'est pas ce qu'on appelle actuellement de l'écriture blanche. Quand on lit Marcel Arlan, et quand on lit, on le relit, qu'on le veuille ou non, on s'imprègne de sa façon d'écrire. Et je crois qu'il m'a beaucoup aidé. Consciemment, inconsciemment, il m'a beaucoup aidé dans ma façon d'écrire. Parce que certains disent que j'ai encore une façon d'écrire plus ou moins classique. Je ne sais pas ce que tu en penses, puisque tu as lu déjà. Mais en tout cas, pour moi, une phrase n'est importante que si je sens qu'elle sort de là, c'est-à-dire du cœur et pas de la tête. Ça, c'est très important pour moi dans l'écriture. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Et alors, puisque tu cherchais des écrivains inconnus et tu tentais de trouver les raisons de leur manque de popularité, pourquoi est-ce que tu t'es pas penché, par exemple, sur Abdelkader Chat, notre grand Tangérois qui est passé à la trappe? Oui, mais tu le sais peut-être pas, mais on avait un forum culturel de Tanger qui n'existe plus, il a été remplacé par un autre. Et le premier colloque qu'on a organisé, c'était autour de Abdelkader Chat. Et j'avais participé avec un article. Et à chaque fois que je suis dans une conférence et que j'entends quelqu'un dire que le premier roman d'expression française marocaine, c'est celui de Fréoué, je lui dis, je suis désolé. Il y a quelqu'un qui a publié Mosaïque Ternier en 1932. Alors certains spécialistes, mais c'est pas un roman. C'est plus un récit qu'un roman, alors qu'un vrai roman. Et si vous partez de ce principe, dans ce cas, tous les textes du nouveau romancier ne sont pas des romans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne t'en fais pas pour ça. À chaque occasion qui m'est donnée, je reparle d'Abdelkader Chat, je le connais bien. Et je connais même, enfin, je connais pas personnellement, mais j'ai eu une correspondance avec, je sais pas si c'est sa fille ou sa petite fille, qui est en train de préparer quelque chose sur lui. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, on l'a pas oublié. Ça viendra. Justice est rendue. Pour revenir à Marcel Arlan, dernière question à son propos, on va pas s'étendre là-dessus non plus trop longtemps. Tu dis que ce qu'il a sclérosé, sa reconnaissance, c'est en fait son académisme, mais en même temps, tu dis qu'il a travaillé sur l'autofiction. Or, l'autofiction, c'est ce qu'il y a de plus contemporain et moderne. C'est vrai, mais ce qui est marrant, en fait, c'est que certains écrivains anticipent l'avenir sans le savoir. C'est-à-dire, si à l'époque, on avait dit à Marcel Arlan, tu es en train de faire de l'autofiction, il allait répondre, c'est quoi l'autofiction? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faisait un peu de la littérature intimiste, il parlait de lui-même, il parlait de ses amis, etc., etc. Mais à l'époque, le mot autofiction n'existait pas. On parlait plutôt d'autobiographie. Mais comme ce qu'il écrit n'est pas véritablement de l'autobiographie, il fallait attendre 20 ans plus tard pour que ce que faisait Marcel Arlan, en tout cas pour moi, c'est de l'autofiction. On est d'accord. Mais lui, il n'a jamais revendiqué le mot autofiction. C'est un mot nouveau, qui n'existait pas à l'époque en tout cas. Et puis, tu as été passionné par André Gide aussi. Ah oui. André Gide, quand j'ai travaillé sur Les Faux monnayeurs, je me rappelle bien, le sujet, c'était l'évasion dans Les Faux monnayeurs d'André Gide et Les Thibauts de Roger Martin Dugard. Donc, ce qui m'a intéressé chez André Gide, c'est justement sa volonté de vouloir sortir justement du classicisme et de penser l'écriture. Parce que on oublie de le dire en fait, mais par exemple dans Le Faux monnayeur, ce n'est rien d'autre qu'un livre sur le livre. Comment un écrivain pense, ou j'ai envie de dire, se pense écrire. Et ça, c'est un sujet qui était, je dirais, faire de l'écriture le sujet d'un roman, c'était original à l'époque. Sans parler de son journal, parce que, pour parler familièrement, je me suis tapé pratiquement son journal qui fait, je ne sais pas combien d'exemplaires en Pléiade, s'il te plaît. Ça veut dire. Et là, j'ai découvert quand même que c'est quelqu'un qui vivait la littérature. En fait, il faisait rien d'autre. Lui, il était riche, il n'avait pas besoin de travailler. Son travail, c'était l'écriture. Et il écrivait beaucoup de lettres.
L'écriture et l'édition. Et l'édition, bien entendu, parce que après Jacques Rivière, c'est lui qui s'est occupé pas longtemps de la Nouvelle Revue Française. Donc, mais Gide reste quand même un écrivain, qu'on le veuille ou non, classique. Mis à part Les Faux-monnayeurs, mis à part Les Nourritures terrestres, que je trouve un des livres les plus importants et que je conseille toujours à mes étudiants, parce que ça me fait penser à Jacques le Fataliste, cette question de élève, maître, etc. Ça, c'est important. Et je me rappelle très bien d'une phrase dans Les Nourritures terrestres avec le personnage de Nathanaël qui demande à Cénacle, qui est son maître, lui dit qu'est-ce que vous me conseillez? Et Cénacle lui dit partez, prenez votre chemin et brûlez mes livres. Brûler mes livres. C'est intéressant cette phrase. C'est-à-dire, voici un maître, normalement, un maître va dire à son disciple, lisez-moi, imite-moi. Alors que Sénac dit à Nathanaël, pars et brûle mes livres. Ça veut dire que c'est une invitation à chercher le livre en soi. La liberté. La liberté et pas l'imitation, pas le mimétisme comme on dit. Et ça c'est intéressant chez André. D'ailleurs c'est pas par hasard si les nouveaux romanciers considèrent que Gide est un de leurs précurseurs, avec Flaubert, avec Kafka, etc. Et il est en train de passer à la trappe, lui aussi, il est en train de tomber dans l'oubli. Oui. Chez les universitaires, non. Chez les universitaires, non, parce qu'il y a encore des travaux qui se font autour d'André Gide, parce que qu'on le veuille ou non, par exemple, juste pour parler de ma fonction, de mon métier de professeur, quand j'enseigne le nouveau roman à des étudiants, je suis obligé de passer par André Gide. Donc il est toujours là, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'il n'est pas lu comme avant, mais c'est normal parce que les temps ont changé, parce que les sujets ne sont plus les mêmes, parce que... Les préoccupations ne sont plus les mêmes. Voilà, exactement. Et même le lecteur n'est plus le même. Et donc, lire maintenant Gide, c'est dans le registre de l'universitaire, dans le registre de la recherche scientifique, je comprends. Mais demander à quelqu'un, à un lecteur lambda de lire André Gide, va dire non, mais je suis pas intéressé par les sujets d'André Gide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sujets d'actualité. Et donc, qu'on le veuille ou non, on finit par tomber dans l'oubli. Ça, il faudrait l'accepter. Toi qui es beckettien, Beckett, par contre, lui, il s'use pas. Ah, lui, je l'aime tellement que je trouve toujours le moyen de le programmer dans mes cours. Vous savez, j'ai toujours dit, je répète en fait que j'ai commencé à écrire un peu grâce à Beckett. Parce que je t'ai parlé tout à l'heure du premier livre qui a été lu par mon directeur de recherche. C'était typiquement l'innommable de Beckett. C'est-à-dire que j'ai imaginé un personnage sans nom, sans filiation, sans état civil, etc., qui tourne autour de lui, qui ne sait pas où il est. C'est un peu de la littérature de l'absurde. Et ça, c'est très arabe comme problématique. La culture arabe produit beaucoup de textes comme ça où on ne sait pas où on en est, où on est complètement perdu. En tout cas, la littérature arabe moderne, fondatrice, les premiers. Je pense que, qu'on le veuille ou non, on écrit ce qu'on est. Et le monde arabe est tellement perdu que les écrivains arabes, consciemment ou inconsciemment, vont aller vers cette thématique-là. Je ne sais pas si c'est de l'absurde dans le sens de beckettien du terme, mais toujours est-il que l'absurde est toujours là, dans des situations, dans la description des personnages, etc., etc. Voilà, donc j'avais travaillé sur Beckett pour mon mémoire de licence. J'avais travaillé sur le temps dans le théâtre de Beckett. Et il m'a fallu pratiquement lire toute l'œuvre de Beckett. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il est en train de dire ce que j'ai envie de dire. Quand j'ai lu Murphy, quand j'ai lu Watts, quand j'ai lu Malone et après, quand j'ai découvert En attendant Godot, Fin de partir, Les beaux jours et tout le reste, je me suis dit, tiens, je suis en train de lire ce que lui a déjà écrit. Si c'est juste comme ça. Ce que tu aurais voulu écrire. Ce que j'aurais voulu écrire. Et j'ai essayé d'écrire ça. Simplement, c'était tellement mal écrit que mon prof a été honnête avec moi. Il dit, écoute, on sent qu'il y a quelque chose, mais il faudrait jeter ça à la poubelle et faire autre chose. Mais alors, comment peut-on écrire après avoir découvert celui qui écrit pour nous? Ça veut dire que vous gardez l'esprit. Vous gardez l'esprit, c'est-à-dire cette absurdité, ce déchantement, ce malaise, et vous essayez de le mettre dans des situations proprement marocaines, pour ne pas dire tangéroises. Parce que, qu'on le veuille ou non, les thématiques sont redondantes. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit ce que les autres ont déjà écrit. Tu connais sûrement la fameuse phrase de La Bruyère, tout a été dit. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la forme, il reste ma façon de dire la même chose. Donc, j'ai essayé d'écrire du Beckett, mais en parlant d'un personnage marocain, dans une situation marocaine, dans un espace marocain, etc., etc. Voilà. J'ai jamais publié, bien sûr, mais...
troisième personnage qui t'intéresse souvent, donc qui t'a beaucoup intéressé, et qui finalement est peut-être celui qui aura sorti l'arabe de l'absurde, si je peux me permettre cette formule, c'est Choukri. Choukri, il nous a ramené dans la modernité. Choukri a été en avance sur son temps, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a compris la société, qui a compris surtout la société nordiste et la société tangéroise. Et je le compare aussi à Marcel Arlan. Parce que de quoi parle Choukri en fait? Il parle de ses malheurs, de lui, tout simplement. Et c'est là où je reviens à la sincérité, à la franchise. Je me rappelle très bien d'une phrase de Choukri quand on lui avait dit, il y a un journaliste qui lui a posé la question, pourquoi vous parlez toujours de choses noires, etc. Et la réponse est tellement belle. Il a dit, comment voulez-vous que je parle de papillons sur une fleur alors que j'ai mangé dans les poubelles? Donc, au fond, il ne pouvait pas écrire autre chose que ce qu'il a déjà écrit. Sa vérité. Sa propre vérité. Et c'est ça, à mon sens, c'est ça ce qui fait l'écrivain. C'est que, en le lisant, on dit, ça c'est du Choukri, ça c'est je sais pas moi, etc. Mais quand vous lisez un livre, vous dites, ça c'est du déjà vu, que ce soit en termes de thématique, que ce soit en termes de style, là vous dites que cet écrivain va passer à la trappe. قالت ما عندي وزير طماعي داري وقالت ما عندي وزير طماعي داري اللي منو كانوا كفارا السلطان ضبيب والراعي مضرور والوزير يبلغ الأخبار Là, j'ai interrogé l'intellectuel, maintenant le romancier, l'écrivain plutôt. Dans ton dernier opus, qui s'intitule Le 4e livre, finalement, c'est très voltairien. Tu t'amuses à être voltairien et tu t'amuses un peu différemment aussi à donner une suite aux trois grandes révélations que sont les trois grands textes du monothéisme. Ça a des conséquences, ça. Bien sûr. Quand on s'attaque à la religion, il faut s'attendre à des réactions. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu véritablement de réaction hostile, je dois le dire. Il y a eu quelques, je dirais, réflexions, même de certains amis en disant « là, tu es allé très loin, etc. etc. » mais rien de plus. Tu critiques jamais l'islam, personne d'ailleurs. Pas du tout, parce que ce que je voulais faire passer, j'aime pas le mot message. Mais en tout cas, ce qui est, je dirais, à l'origine de ce roman, c'est tout simplement le fait que de nos jours, ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant, la réintroduction de la religion dans la sphère sociale est devenue telle qu'on ne peut pas bouger ni s'exprimer sans qu'on vous sorte la carte rouge de la religion. Et le malheur, c'est que ces gens-là qui sortent à chaque fois la carte rouge, c'est des gens qui, à mon sens, font de la religion leur fonds de commerce. Le 4e livre, je le dis, je le répète, est d'abord une dénonciation claire et nette des commerçants de la religion, de ceux qui utilisent la religion pour X raisons. Moi, je connais des personnes qui sont devenues riches parce que, justement, ils ont joué sur l'aspect religieux. Parce que, qu'on le veuille ou non, la société marocaine est une société très religieuse. Donc, prendre le risque de la provoquer sur cette question-là, c'est véritablement être un peu inconscient. Donc, pour moi, le danger, pas simplement pour l'islam, mais toute religion, le danger, c'est les hommes religieux, ce n'est pas la religion. C'est un peu ce que je voulais transmettre à travers ce personnage qui est un peu problématique, compliqué, complexe, et tout ce que vous voulez. Mais non, il n'est pas ni problématique, ni compliqué, il est complexe, parce que c'est un homme. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour construire un petit peu, je dirais, la psychologie du personnage, pour employer une expression classique,
J'ai tout simplement fait appel à des expériences que j'ai vues personnellement à Tanger. Ce qu'on appelle, je ne sais pas si le mot te dit quelque chose, ce qu'on appelle ar-raq al-shar'i. Ar-raq al-shar'i, c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler un exorciste, c'est-à-dire celui qui est là pour évacuer un petit peu les démons des gens. Cette catégorie sociale qui se base sur la religion a fait fortune parce que juste ça, tout simplement, ils ont joué avec la religion. Et il y a eu 3-4 scandales au Maroc, à Casa, à Oujda, à Nador, à Salé aussi. La plupart du temps, c'était des jeunes qui abusaient de femmes sous prétexte de les guérir. Et ça m'a fait titre. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça, c'est un comportement qui pourrait aller au personnage. Donc je l'ai intégré. Et Mehdi, dans le 4e livre, va devenir Raqi. Pourquoi? Parce qu'il passait à un moment donné par une situation difficile. Il était pratiquement un clochard. Et il a entendu un sermon religieux. Et en l'entendant, il a souri. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je sais maintenant comment devenir riche. Et donc il va devenir religieux, il va même construire une zaouia, et après il va se permettre d'appeler à des choses que je qualifierais invraisemblables dans le contexte marocain. Mais après avoir été voyou dans tous les styles possibles et imaginables, il finit prophète. Ah, je ne sais pas s'il finit prophète, mais en tout cas, lui, il se prenait pour un prophète. Pourquoi? Il y a un détail qu'il faudrait comprendre aussi pour un petit peu apprivoiser ce personnage. Quand on lit un petit peu l'histoire du soufisme, qu'est-ce qu'on constate? Que ce soit Hallaj, que ce soit Ibn Arabi, que ce soit les autres. On constate en fait que les personnes, les musulmans, entre guillemets, qui ont eu le plus de courage pour questionner le texte sacré, c'était les soufis. Parce que les soufis estiment qu'on peut justement questionner les textes sacrés. On peut dire des choses que les fuqaha, etc. ne peuvent pas dire. C'est pourquoi j'ai cherché à faire de Mehdi un soufi. Parce que le soufisme, j'ai presque envie de dire, te donne des ailes. C'est-à-dire te permet de dire des choses que les autres ne peuvent pas dire. Et si, par mégarde, on vous critique ou si il y a risque, tu peux toujours te cacher derrière le fait que je suis un soufi et que j'ai atteint ce qu'on appelle nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Ça veut dire cette position qui te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est pourquoi tout à l'heure le mot prophète, il est bien quand tu as employé le mot prophète. Dans l'esprit de Mehdi, il est arrivé à ce stade de maturité, de savoir, de sagesse qui lui permet de voir ce que les autres ne voient pas. Et donc lui, il a vu que la véritable vie, c'est la vie qu'il a décrit dans Jardin. Je ne sais pas si tu as lu le chapitre sur Jardin. C'est ça pour lui le paradis. Jardin, c'est le paradis. Oui, voilà, c'est un jeu de mots en fait. Tu as deviné que Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, donc c'est Jardin. Donc pour lui, le vrai paradis ressemble à Jardin. Simplement la question qui se pose, c'est pourquoi attendre la mort pour vivre le paradis? Et donc lui, dans sa conception du monde, c'est qu'il faudrait faire en sorte qu'on vive le paradis sur terre. Et donc, puisque tout est autorisé au paradis, pourquoi ne pas autoriser certaines choses sur terre? Donc il va autoriser le vin, il va autoriser la copulation, tout ce qui est interdit par les religions, lui, il va les autoriser dans sa zaouïa. Bien entendu, avec les conséquences qu'on connaît. Les conséquences, c'est que les wahhabites lui tombent dessus et ça brûle dans tous les sens. Voilà, exactement. Donc et là, tu crées tout simplement une sorte de, je dirais, le mot guerre, j'aime pas, mais une sorte de débat entre quelqu'un qui voit le monde de façon, je dirais, dionysiaque, empirique même, du moins, et quelqu'un d'autre qui est resté sclérosé, enfermé dans des principes qui n'ont pas bougé depuis des siècles. Mais ce livre, via le soufisme, pose aussi la question de ouvrir l'islam, faire que, par exemple, l'ijtihad, qui n'est pas possible, devienne possible, que l'on puisse questionner, que l'on puisse interroger, que l'on puisse interpréter, que l'on puisse mettre le texte face à la vie, tout simplement, et pas seulement face au divin et au sacré. Donc c'est une sacrée affaire que tu nous proposes là. Non, mais je propose rien de nouveau, en fait. Je propose rien de nouveau parce que ce que tu dis existe en islam, c'est-à-dire l'ijtihad, c'est-à-dire la liberté d'interprétation, etc. Mais
Le malheur des musulmans en général et des arabes en particulier, c'est que les gens qui ont le droit à la fatwa, je sais ce que ça veut dire la fatwa, ce sont des gens qui sont plus ou moins de salafistes, mais vraiment convaincus, pour ne pas dire des radicaux. Donc la possibilité de l'ijtihad, la possibilité de donner son avis, la possibilité d'interpréter selon, bien entendu, l'évolution du monde, il est restreinte. Et donc, les gens qui essayent d'inviter les autres à plus de, je dirais, de largesse d'esprit, si je peux m'exprimer ainsi, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et la majorité, malheureusement, elle est écrasante, c'est elle qui croit que les textes sacrés sont intouchables. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on est encore à ce jour, on est dans ces situations. Mais les chiites, il existe encore. Moi, je considère, si on revient un petit peu en arrière, je pense que c'est le 7e ou le 8e siècle, il y avait ce qu'on appelle les partis religieux, les confréries, il y avait ce qu'on appelle l'Asha'ira, il y avait le Mu'tazila. C'est un petit peu catholique protestant. Le Mu'tazila, c'est des gens qui appelaient depuis ce temps à faire prévaloir la raison sur le texte. Ce qu'on appelle en arabe al-naql wal-aql. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour eux, si les musulmans doivent avancer, si les musulmans veulent rester maîtres du monde, parce qu'à l'époque ils l'étaient, eh bien il fallait tout simplement faire travailler la raison et non pas regarder toujours ce que le texte dit. Malheureusement, c'est pas les Mu'tazilistes qui ont gagné, c'est les Asha'ira. Et donc, depuis le 8e siècle, les musulmans sont restés sur ce cas de figure. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va pas changer? Je ne sais pas. On a le sentiment, tu disais que ça se radicalisait depuis 20 ans, non, ça s'est radicalisé il y a 50 ans, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, mais moi je fréquente pas la sphère universitaire, les jeunes, tout ça je connais pas bien, mais j'ai le sentiment que ça y est, ça se débloque un peu, ça se libéralise, peut-être parce que au Maroc la société libérale le permet justement. Bon, disons qu'il faut quand même avouer que le Maroc est un peu spécial parce que c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Égypte, etc. Mais je te donne un exemple. Tu dis que ce n'est plus aussi radical qu'avant, mais de ma place d'universitaire, de ma place de professeur universitaire, je te donne un exemple très simple. Je suis universitaire depuis 1994. Quand j'entre dans un amphi, je regarde quand même les étudiants qui sont devant moi. Et je peux te dire que dans les années 90 et même au début des années 2000, quand je voyais l'amphi, je voyais plus ou moins un certain équilibre entre les filles voilées et les filles qui ne le sont pas. Maintenant, quand j'entre dans un amphi, s'il y a 1000 étudiantes, vous allez trouver 10 qui ne sont pas voilées et 90 qui sont voilées. Ça ne veut pas dire que je suis contre le voile, non. Mais en tant que, je dirais, entre guillemets, scientifique, ou si vous voulez, observateur, je me dois de poser la question. Parce que le voile, qu'on le veuille ou non, c'est un signe. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que entre la fin des années 90 et je peux aller jusqu'à 2010, qu'est-ce qui s'est passé pour que les étudiantes, je vous parle de jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, qui fait que les étudiants sont de plus en plus voilés? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est le travail des sociologues, pas le mien. Mais moi, je constate ça. Mais jamais les djellabans ont été aussi cintrés. Je ne parle pas de djellaba. Aussi cintrés que maintenant sous le voile. Je ne parle pas de djellaba, je te parle de hijab.
Je te parle surtout de niqab. Je parle surtout de niqab, c'est-à-dire tu peux avoir par des étudiantes en face de toi avec des niqabs et même les yeux parfois il y a des lunettes obscures. J'insiste, je n'ai rien contre ça. Moi ça me dérange pas le niqab, le hijab ne me dérange pas. Mais en tant qu'observateur, je me dis voici le statut de la société marocaine aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui nous attend? Je sais pas. C'est ça la question. Qui peut répondre à ça? Moi, je peux y répondre à travers des fictions. Mais je crois que c'est le travail des sociologues, des politiciens aussi. Donc la fiction voltairienne, c'est pas sûr qu'on y arrive. Oh, je sais pas. Je sais pas, mais le mot voltairien est toujours revenu pour qualifier le 4e livre, mais je t'avoue que je n'ai jamais pensé à Voltaire en écrivant ce livre. Paradoxal, n'est-ce pas? Je ne cherche rien à dire à travers ce livre. Je ne cherche rien à imposer à travers le livre. C'est juste quelque chose que j'ai constaté, que j'ai voulu partager avec le lecteur, et ça s'arrête là. Après, le lecteur fera ce qu'il veut du texte. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont trouvé que c'est trop audacieux, il y en a qui ont détesté, et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. J'accepte cela, mais vraiment avec les bras ouverts, quoi. En termes de style, tu sembles vouloir explorer un peu comme Stanley Kubrick en cinéma va visiter tous les styles de cinéma possibles. Tu sembles vouloir aller chercher et comprendre et explorer tous les styles en termes de littérature. La nouvelle, la poésie, le thriller. Oui. Ça m'aide pas à maîtriser. Je suis très loin de maîtriser la langue et je ne pense pas qu'on arrive un jour à maîtriser la langue. On arrive simplement à l'apprivoiser. Mais je pense que le fait de travailler la nouvelle, d'écrire les tribunes, d'écrire des chroniques, satiriques ou pas, de faire un peu de poésie, ça m'oblige à faire du travail stylistique. C'est-à-dire que si je m'astreins par exemple à écrire que du roman, je vais finir par avoir presque le même style. Alors que quand je passe du roman à la nouvelle, sachant que écrire une nouvelle, ça n'a rien à voir avec écrire un roman. Moi, ça me fait toujours rire des gens qui disent que la nouvelle, c'est un petit roman. Non, la nouvelle, il a ses règles. Il a son écriture, il a sa densité. Et je dis toujours, il est, pour moi en tout cas, plus difficile d'écrire une nouvelle de 2-3 pages ou 5 ou 10, peu importe, qu'un roman de 300-400 pages. Parce que la nouvelle demande une condensation, demande une suggestion. On suggère plus qu'on ne dit, etc. Et donc, je dirais, ce déplacement, si j'ose dire, entre le roman, la nouvelle, la critique, parce que je fais aussi de la critique, m'oblige, bien entendu, à travailler mon style de façon à ce que le style de la nouvelle ne soit pas le même que le style du roman, ne soit pas le même que le style de la poésie, etc. C'est plus un travail, je dirais, qu'un plaisir ou qu'un caprice. Qu'est-ce que c'est qu'être écrivain aujourd'hui? Oh là là. Aujourd'hui, je crois que l'un des personnages, je préfère l'une des personnes les plus malheureuses de nos jours, c'est les écrivains. Pour des raisons que tu devines. Les gens ne lisent pratiquement pas. Au Maroc, par exemple, le lectorat francophone se rétrécit qu'en peau de chagrin. Avant de commencer un livre, on se repose toujours la même question. À quoi bon? Qui va te lire? Qui va discuter avec toi? Qui va te comprendre, etc. C'est pas une mince affaire d'être écrivain aujourd'hui. D'ailleurs, le mot écrivain me gêne toujours. Moi, quand on me dit écrivain, je dis non, je suis pas écrivain, je suis auteur. Parce que j'ai une haute idée de ce que c'est que l'écrivain. Et je me dis toujours que non, je ne suis toujours pas un écrivain. Je suis juste un auteur de quelques livres. Parce que pour moi, un écrivain, c'est celui qui consacre sa vie à l'écriture. Un écrivain, c'est celui qui vit, je dirais pas 24 heures sur 24, mais avec l'écriture, quand il n'est pas en train de rédiger, il est en train de penser à ce qu'il va écrire. Moi, je fais pas ça. Moi, je pourrais même me qualifier d'écrivain du dimanche ou d'auteur du dimanche. C'est-à-dire que j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai des occupations, etc. Et il faut beaucoup de sacrifices parfois pour essayer de décaler ou de dégager plutôt quelques heures à moi. Et donc, j'écris quelques livres, je suis l'auteur de certains livres, mais de là à dire que je suis un écrivain, je crois qu'il me faut encore du chemin à faire. Alors, écrivain au Maroc, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je crois qu'il faut distinguer 2 ou 3 ou 4 choses, mais je vais me contenter de 2 choses. Par exemple, l'écriture dépend de l'espace dans lequel on est. C'est-à-dire, je ne conçois pas un écrivain marocain écrire de la même façon qu'un écrivain canadien ou scandinave. Et je parle ici un petit peu politiquement parlant. C'est-à-dire,
quand on vit dans une société démocratique, il n'y a pas de démocratie à 100%, mais qu'on le veuille ou non, il y a des pays plus démocratiques que d'autres. Quand vous sentez qu'il y a la justice autour de vous, qu'il y a l'égalité sociale, qu'il y a plein de choses, toi, écrivain, tu vas pas parler de ça, parce que la plupart du temps, les écrivains parlent des trains qui viennent en retard. Donc, tu vas essayer de parler d'autre chose. Si on se place maintenant dans les pays arabes en général, là où il y a des problèmes de démocratie, là il y a des problèmes sociaux, là il y a plein de problèmes, je trouve que un des rôles des écrivains, c'est aussi de réveiller les consciences, mais aussi de dénoncer des choses. C'est pourquoi d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, la littérature marocaine, qu'il soit arabe ou d'expression française, il est dans la dénonciation. Il est un peu même trop dans la dénonciation, je trouve. On est d'accord. Mais la question est, est-ce qu'on peut faire autrement ? C'est-à-dire, est-ce qu'un écrivain peut se dessaisir de sa société en disant, non, moi j'entends certains écrivains dire, moi j'écris pour moi, ok, puisque tu écris pour toi, pourquoi tu publies? D'accord. Et je n'irai pas jusqu'à aller dire que l'écrivain marocain doit être un écrivain engagé, non. Mais je dirais volontiers qu'un écrivain marocain doit au moins, mettre le doigt sur les mots A-U-X. Et donc, dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays, que ce soit au niveau de la vie sociale, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit au niveau des comportements humains. Il faut qu'on touche à ça. Qu'on qualifie plus tard que nos écrits sont des écrits qui exagèrent dans la dénonciation, peu importe. Le jour où la démocratie sera, je dirais, le maître mot, là je pourrais parler d'autre chose. Mais parfois, je me sens obligé de relever, de parler, de mettre le doigt sur certains problèmes parce que ce sont des problèmes que je vois au quotidien. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est mauvais, je dirais, touche à la politique. Mais je peux parler tout simplement de l'incivisme, par exemple. Je peux parler de plein d'autres choses. Je peux parler de l'acceptation de l'autre. Je ne sais pas dans quel livre, d'ailleurs, j'ai reproduit un événement qui s'est déroulé à Tanger et qui a abouti à la mort d'un Sénégalais. C'était je ne me rappelle plus quelle année, en 2000. En tout cas, il y avait une sorte de grande bagarre dans un des quartiers de Tanger, périphérique, près de l'aéroport, entre les Marocains et les Africains. Je pense que c'est dans l'amour et paradis. Donc, on a essayé de calmer le jeu, etc. Mais dans le combat, on a poignardé un Sénégalais, il est mort. Et donc, j'ai profité de cet événement, je l'ai introduit pour dire, attention, vous, les Marocains, vous passez votre temps à vous plaindre du racisme de l'Espagne, de la France, de la Belgique, etc. Mais vous êtes en train de reproduire la même chose. Je me rappelle encore une fois, j'étais dans un souk et il y avait un Africain, le pauvre, il aidait pour gagner un peu sa journée. Et il y avait une bande, je dirais même pas une bande de jeunes qui faisaient le singe. Ça, c'est le genre de comportement que je ne peux pas tolérer. Et en tant qu'auteur, en tant qu'intellectuel, en tant que ce que tu veux, je ne peux pas ne pas parler de ça. Juste dans l'espoir que ça change. Est-ce que ça change ou est-ce que ça change pas? Ça dépend pas de moi. De beaucoup de choses. C'est ta contribution. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Être poète, alors, c'est encore autre chose. Ah, je suis pas poète. Tout à l'heure, on a parlé de Marcel Arlan. Et il y a une phrase de Marcel Arlan, je pense que je l'ai mise comme épigraphe, pour que ça soit clair. Voilà, je vais te la lire. Marcel Arlan dit, lui aussi, il a fait un peu de poésie, mais il dit ceci. Eh bien oui, je fais parfois des vers qui n'en fait pas,
mais je n'ai pas la prétention d'être un poète. Eh bien, moi je le redis, je n'ai pas la prétention d'être un poète. Pour une simple raison. D'ailleurs, tu as remarqué que c'est mon seul recueil de poésie. Pourquoi? Parce que quand on lit les vrais poètes, et quand on voit ce qu'on a écrit comme, entre guillemets, poème, on se dit, moi je me dis, Mokhtar, arrête, c'est pas ton domaine, laisse la poésie aux poètes. Donc je ne suis pas un poète. De temps en temps, il y a des vers qui sortent comme ça, mais de là à me qualifier de poète, non. Non, je ne peux pas me le permettre. Déjà, j'ai du mal à me considérer comme écrivain, mais me considérer comme poète, c'est encore pire, parce que pour moi, un poète, c'est un statut au-dessus du romancier. On peut dire tellement de conneries dans un roman. On peut se permettre tellement de remplissage, de style un peu bâclé dans un roman. Mais on ne peut pas se le permettre dans un poème. Un poème, c'est le condensé de ce qu'il y a de meilleur. Et ça, c'est donné à peu de monde. En tout cas, pas à moi. Qu'est-ce que tu as écrit d'ailleurs? Ton œuvre littéraire, ces 6 romans, ils portent sur quoi? Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain, premièrement. Deuxième thème qui m'intéresse beaucoup, c'est le couple. Le couple m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours intrigué. D'ailleurs, le premier roman, c'est un couple. Le deuxième roman, c'est aussi plusieurs couples. Et donc, la relation du couple m'intéresse. Pourquoi? Parce que je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on est capable d'arriver à l'essence d'un couple? Parce que pour moi, un couple, c'est quoi? On ne dit jamais 2 couples, on dit un couple. Mais derrière un couple, il y a 2 personnes, au moins. Comment faire en sorte que ces 2 personnes deviennent une? Et c'est ça la réussite d'un couple. La réalité dit le contraire. C'est-à-dire que la plupart des couples, même dans les romans, commencent par les fleurs et se terminent par des épines. Et ça, ce qu'il y a entre la fleur et l'épine m'intéresse. Et donc j'essaie de comprendre d'abord la psychologie de chaque, que ce soit de l'homme ou de la femme, et de me poser la question, de répondre à la question, qu'est-ce qui fait que les choses changent? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que cette tendance de l'homme et de la femme à vouloir toujours quelque chose de nouveau? Est-ce que? Et ça, grosso modo, c'est autour de ça que tourne le... C'est-à-dire, il y a des événements, il y a parfois des événements politiques, il y a des événements véridiques, il y a des faits divers que les Tangirois peuvent connaître à travers. Mais derrière tout cela, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans l'âme humaine. Le couple, donc la sexualité, et ça travaille sacrément ton œuvre. Hein. Oui, mais parce que je considère la sexualité comme le summum d'une relation de couple. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le seul à le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on donne son corps à quelqu'un d'autre? C'est au moment où les mots ne servent plus à rien. C'est-à-dire, je t'ai dit que je t'aime, je t'ai dit que je ne peux plus vivre sans toi, je t'ai dit 1000 autres choses belles. J'arrive à un moment où j'ai envie de te dire la même chose, mais ces mots-là ne veulent plus rien dire. Alors je te donne la chose la plus chère que j'ai, c'est-à-dire mon corps. C'est-à-dire le fait de donner son corps à quelqu'un, c'est l'expression extrême de l'amour. Donc je conçois la relation amoureuse non pas comme une relation charnelle, je la conçois comme une fusion qui arrive à ce que 2 personnes deviennent un, ou une plutôt. Et donc ça, c'est pourquoi on appelle le couple. Et les relations qu'il y a dans les romans, en tout cas dans le couple qu'il y a dans le roman, ce sont des personnes qui essaient d'arriver à ce point-là et qui échouent. Ça échoue beaucoup. Oui. Et tu vas me dire pourquoi? Parce que c'est la réalité, c'est la nature humaine. L'homme, il est fait comme ça. Démerdez-vous. Démerdez-vous, c'est la fin du 4e livre. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a beau essayer de comprendre l'homme, on n'arrive pas. On a beau essayer de le changer, on n'arrive pas. On a beau de lui dire, voici ce qui te mènera au paradis, entre guillemets, on n'arrive pas. L'homme, il est ainsi fait. Et c'est ce qui fait sa particularité. Je dirais même, c'est ce qui fait un petit peu son charme aussi. Parce que il est versatile, l'humain. Un jour, il est bon, un jour, il est mauvais. D'ailleurs, tu as sûrement remarqué que la plupart de mes personnages, on va employer un jargon universitaire, ce qu'on appelle les anti-héros. Ça veut dire que c'est des gens à la fois bons et mauvais, à la fois gentils et méchants, à la fois avares et généreux, etc. Et donc, je suis arrivé, pour l'instant, à la conclusion que il ne faut pas essayer de comprendre l'homme. Il faut juste essayer de l'apprivoiser, de marcher avec lui.
Le comprendre, c'est se perdre, à mon sens. Parce que si c'était possible, Aristote aurait déjà trouvé la solution. Voltaire aurait déjà trouvé la solution. Et non, on ne fait que concrétiser une vérité, c'est que l'homme est insaisissable. Mais ce que tu nous dis, c'est que ton personnage dans ton roman, dans ton polar de la Covid, vit un enfer absolu dans son couple parce qu'il est enfermé avec son épouse qu'il aime plus. Et ton Mehdi de 4e livre, il atteint le nirvana en ayant une sexualité totalement libre. Exactement. Et ça dépend aussi des personnes. Et par exemple, dans Ceci n'est pas un miroir, c'est tout simplement le couple X et Z, c'est un couple qui ressemble à un couple normal, c'est-à-dire un couple qui a épuisé sa relation, qui ne se supporte plus, qui sont des colocataires. C'est plus un mari et une femme, c'est des colocataires. Et la question du confinement, justement, m'a poussé à penser à une chose simple. C'est quoi? C'est que pendant le confinement, on a tous vécu ça, il y avait une seule issue, c'est l'Internet. C'est les réseaux sociaux qui nous ont permis de supporter. Et je me suis posé la question à un moment donné, parce que je passais des nuits blanches pendant le confinement, je me suis dit, et si on retirait ces réseaux sociaux à l'humain pendant le confinement, qu'est-ce qu'il deviendrait? C'est pourquoi j'ai imaginé un personnage qui, justement, va trouver le prétexte de quitter sa femme, et donc il va partir, mais il va se trouver dans un lieu où il n'y a pas Internet. Et dans ce cas, lui qui a construit toute une image, je dirais, idéal sur Internet. Et là, totalement faux, c'est un fait. Exactement, tu devines que c'est un clin d'œil à tous ces profils qu'on trouve sur Facebook et qui sont angéliques. Et moi, ça me fait toujours rire parce que quand je vois certains profils que je connais, je me dis qu'est-ce qu'on peut être hypocrite. Mais bref, ça c'est une autre question. Ce personnage va se trouver dans un endroit où il n'y a pas de réseaux sociaux, donc il n'y a pas... Parce que je considère les réseaux sociaux comme un miroir. Mais le miroir de Narcisse dans lequel on se voit toujours beau. Et lui, il va se trouver à un moment donné dans un lieu où il n'y a pas de miroir, donc il va être obligé de se voir dans un miroir normal. Et ce miroir va lui refléter quoi? Pas ce que les gens sur Facebook lui reflètent, c'est-à-dire j'aime, j'adore, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Les réponses toujours positives. Mais le miroir va lui envoyer sa propre âme. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir pour la première fois en fait que la personne qu'il croyait être n'est pas la véritable personne. La véritable personne, c'est quelqu'un de haineux, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est intéressant. Et cette idée m'est venue de quoi? M'est venue tout simplement du fameux mythe de Narcisse. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on connaît de Narcisse? On connaît cette fameuse version comme quoi Narcisse s'est vu dans la rivière et il a été ébloui par sa beauté. Il a été tellement ébloui qu'il est tombé dans l'eau et qu'il est mort. Ça, c'est la version connue, c'est la version qu'on colporte tout le temps. Moi, je vois le mythe de Narcisse autrement. Je me dis, pourquoi il s'est noyé? Il ne s'est pas noyé parce qu'il a été ébloui par sa beauté. Il s'est noyé parce que la rivière, qui est considéré comme le miroir, qui est pour moi le symbole de l'âme. C'est-à-dire ce qu'il a vu dans la rivière ou dans le miroir, il n'a pas vu sa beauté, il a vu le fond de sa personne. Quand je dis le fond de sa personne, ça veut dire le fond de l'humanité. Et quand il a vu en fait que le fond, le véritable fond de l'humanité est tellement noir, il a préféré se suicider. Et donc, j'ai fait un petit peu le parallèle entre Narcisse et le personnage de Ceci n'est pas un miroir. Ça a donné un livre que j'avais écrit comme un fou, que j'ai pas relu, que j'ai pas corrigé, et c'est sorti pendant 12-13 jours, et après, 6-7 mois après, je l'ai publié. Mais c'est un livre de l'instant. C'est-à-dire, si tu fais un peu une analyse, on va dire, stylistique entre Ceci n'est pas un miroir et les autres, tu vas trouver en fait que Ceci n'est pas un miroir, c'est presque un style familier. C'est-à-dire que j'ai écrit comme je parlais. C'est une urgence de Covid. Voilà, exactement. Donc, j'ai sorti ça comme ça venait, et ça a donné, c'est un livre. D'ailleurs, paradoxalement, qui a plu aux gens plus que les autres. Peut-être que les personnes se sont identifiées à ça. On a tous vécu le Covid, on a tous vécu le confinement, et donc je pense que ça les interpelle, qu'on le veuille ou non.
انت الروح اللي حياتها الحاني، انت اللي عطيتي لكلامي معاني، انت القوافي اللي حلت لساني، وانت هي النوطة اللي ساحراني. ارضي انت وقلبك موطني، نفديك بعمري قبل ما تساوميني، كلام العالم كله ما يكفيني، نوصف في احساسي من اللي تطميني، نخلق من جديد من اللي كنشوف الابتسامة، وما ماما تقول لي ولدي على سلامة، كتحكيني من اللي تهمس بكلامه، حيت ربي جعل الجنة تحت قدامه. كنولي شاعر كلي مشاعر، نكتب ونغني ونتفنن في الحاني، باغي نقولك نبغيك بلغة كل الفنون، حيت عليك يدور الكون. نبغيك يما تخسخ جامع يما، اركب تاريخ يما، اش لي بيديش ماما. I love you mom, je t'aime maman, maman te amo, ik hoef van jou mama. Deuxième chose qui travaille énormément ton œuvre, mais ça on l'a compris depuis le début de cet entretien, et tous les gens qui te connaissent le savent, c'est l'éthique. Qu'est-ce qu'il faut être pour être un homme bon? Il faut être solitaire. Le commerce des hommes te rend méchant. C'est Rousseau, je crois, qui disait que l'homme est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. Je crois que c'est Rousseau. Moi, je dis plutôt le contraire. Je sais pas, c'est difficile. Puisque tu as parlé d'éthique et de morale, tu m'as fait penser aussi à une distinction très importante qui est faite par Marcel Arlan. Parce que lui, on a qualifié certaines de ses écritures d'écritures moralisatrices. Il a dit non, il n'y a pas de morale dans mes œuvres, il y a l'éthique. Et quand on lui a dit, mais quelle différence faites-vous entre la morale et l'éthique? Il dit, l'éthique, c'est la morale personnelle. C'est-à-dire que la morale, c'est quelque chose de collectif, qui correspond à tout le monde, à une société, presque à une nation. Alors que l'éthique, ça vient de la morale, mais c'est quelque chose qu'on construit et qui a une relation directe avec ma propre personne. On reçoit la morale alors qu'on construit sa propre vie. Exactement, voilà. La morale, c'est du domaine de l'acquis. L'acquis social, bien sûr, social, bien naturel. Alors que l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit construire soi-même. Alors, qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un de bon? Moi, j'ai une éthique, pour reprendre le mot, qui m'a été transmise par une personne qui m'est très, 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 très chère. Je considère comme que c'est mon deuxième père. En tout cas, c'est mon oncle. Il porte le même prénom que moi. Il s'appelle lui aussi Mokhtar. Il s'appelle lui aussi Chaoui. Pourquoi je le considère comme un exemple, un mentor? Parce que c'est quelqu'un qui m'a appris une chose qui est devenue, que j'essaie en tout cas de l'ancrer dans mon quotidien, qui est la suivante. D'abord, être généreux avec les gens que vous aimez. Vous n'allez pas pouvoir être généreux avec tout le monde, mais avec vos proches, être généreux. Et deuxième chose qui est très importante dans ma relation avec les gens, c'est que je ne peux jamais sentir un plaisir s'il y a autour de moi quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas heureux. Je ne sais pas si j'arrive à passer l'idée. Je te donne un exemple très simple. Quand j'ai eu mon bac, j'ai vu des gens sauter, dire « ouais », et moi j'étais triste. Alors que avoir le bac en 84, c'était c'était quelque chose. Et moi j'étais triste, pourquoi? Parce qu'un copain à moi n'a pas eu son bac. Il faut que les autres soient heureux pour que je le sois. Et mon plaisir à moi, ce n'est pas de le sentir. Mon plaisir à moi, c'est de donner du plaisir. Qu'il soit sous n'importe quelle forme. Et je crois que ça me protège de beaucoup de choses. Ce genre de comportement que j'ai avec les gens que j'estime, je le dis, je le répète, il y a des personnes, entre parenthèses, que j'évite. Il y a des personnes que je n'aime pas, je suis humain, moi aussi, je déteste des personnes, etc. Mais ces gens-là, je les évite. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de les croiser. Mais les gens que j'aime, les amis, ma famille, etc., etc. Enfin, ma mère m'a toujours appris une chose. Celui qui te donne une main, donne-lui ton cœur. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je vis. Et donc, mon éthique à moi, c'est d'abord l'honnêteté et en plus faire plaisir aux autres. Parce que c'est en voyant le sourire chez les autres que je souris. Je veux dire, si je gagne un prix littéraire, etc., peu importe, par exemple, je serais peut-être triste pour celui qui l'a pas. Et je serais pas content parce que je l'ai eu. Je sais pas si, si tu vois un petit peu comment je suis. C'est comme ça. Peut-être que j'ai besoin de m'allonger sur un divan pour ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je suis. Ça me joue des tours parfois. Certaines personnes ne comprennent pas ça, mais je suis comme ça. Je peux pas. C'est trop tard pour changer. En tout cas, ça ressemble étrangement à l'universel, soit avec les autres comme tu veux que l'on soit avec toi-même.
Oui, je crois qu'une des choses qui est très importante pour moi, c'est la connaissance de l'autre. Parce que la connaissance de l'autre est très très importante. J'ai constaté un truc, tu l'as sûrement constaté. J'ai constaté que les soi-disant racistes, dans leur immense majorité, ce sont des gens qui ne se sont jamais déplacés de leur quartier, sinon de leur ville. Par contre, les personnes qui voyagent, mais attention, il y a voyage, je ne parle pas de voyage touristique. Les personnes qui voyagent dans l'objectif de découvrir d'autres civilisations, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir, ces gens-là finissent par accepter l'autre. Et donc, c'est ça le citoyen du monde, dont parlent Diderot et Montesquieu et le reste. C'est tout simplement une personne qui est ouverte, une personne qui accepte les autres, même si les us et coutumes des autres peuvent nous choquer, peuvent être à l'encontre de ce qu'on croit. Et ça, c'est des messages que je n'arrête pas. En tout cas, j'essaie toujours de faire passer ce genre de message à mes étudiants. Si vous avez la possibilité de voyager, voyagez. Tout à l'heure, on a parlé d'André Gide. André Gide a une phrase que je trouve admirable. Il dit « Le plus beau des livres, c'est le voyage ». C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à travers le voyage ce que le livre ou les livres ne vous apprendront jamais. Donc le voyage, c'est important. Mais encore, voyager avec un esprit ouvert, en disant « Je pars pour découvrir, pour voir ce que les autres pensent, comment ils vivent. Pas je pars pour dire « Tiens, ça ressemble pas à ce que je fais. Tiens, c'est bizarre. Tiens. » Ni pour faire du shopping comme on parle maintenant de plus en plus. On peut se permettre de faire du shopping, ça c'est pas, je dirais, ça c'est pas un problème. Mais l'essentiel pour moi, c'est, ça m'intéresse pas d'aller en France juste pour aller en France. Ça m'intéresse pas d'aller en Belgique pour aller en Belgique. Non, ça m'intéresse d'aller en France pour voir comment les gens marchent, comment les gens s'assoient, comment les gens mangent, comment les gens discutent, etc. C'est ça ce qui m'intéresse. Et je fais des comparaisons. Incontestablement, on est amené à faire des comparaisons avec notre façon de voir. Parfois, on trouve que c'est bien là-bas, parfois c'est mieux ici, etc., etc. C'est ça la vie. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est j'ai ma façon de vivre, ma façon de penser, l'autre a une autre façon de vivre. Je le respecte et il doit me respecter. C'est ça mon éthique, si on peut appeler ça une éthique. Alors tout ça part de Tanger, ancienne ville internationale, porte entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc, le monde arabe. Qu'est-ce que Tanger a apporté à ton travail? Il y a Tanger dans pratiquement tous mes livres. Dans tous mes livres, je trouve toujours le moyen d'introduire Tanger. Moi, j'ai vécu dans un Tanger des années 70. Parce que je suis quand même né en 64, ça ne nous rajeunit pas. Dans un quartier, comme par hasard, regardez là, c'est très symbolique aussi. Le quartier où je suis né s'appelait quartier Montparnasse. C'était un quartier français qui était réservé aux Français. Interdiction totale qu'il y ait autre que français, espagnol, bon bref, un Européen. Et par quel moyen mon père a réussi à acheter un bout de terrain là-bas, bien entendu après l'indépendance. Il y avait encore, parce que mon père a acheté en 61, il a construit vers les années 68-69 une petite maison, et on avait comme voisin, mais vraiment côté droit un français, et derrière une espagnole. Moi je me rappelle pas vraiment bien du français, parce qu'il est parti d'après ce que m'a dit mon père, il est parti en 71-72, j'avais 4-5 ans à l'époque, mais je me rappelle très bien de l'espagnol qui s'appelait Ana Maria, qui était derrière. Et l'espagnol, je me souviens encore une fois, il avait mais vraiment un grand pommier. Et donc, mon activité préférée avec mon frère aîné, c'était de lui voler des pommes. Et elle me disait, Mokhtar, pidez-le. Demande-le. Pas la peine de monter dans l'arbre parce que c'est dangereux. Mais il ne savait pas en fait que c'est le fait de voler la pomme qui la rendait délicieuse. Ça, pour te dire que j'ai plus ou moins connu un quartier où il y avait le marocain, l'espagnol et le français. Il y avait des anglais, mais un peu plus loin. C'est ça le Tanger que j'ai connu. Oui, mais c'est un Tanger où il y avait la ségrégation puisqu'il était interdit aux Marocains. Oui, ça, tu as parlé tout à l'heure de Abd Chat. Ben, c'est ce qu'il dit dans Mosaïque Terni. Il parle des dignitaires de Tanger qui habitent au Merchen et il parle, entre parenthèses, de la populace qui habite la Médina. Donc, justement, il parle de cette ségrégation. Et là, tu as parlé du Tanger international. Moi, j'ai une position très critique de cette période. Je l'ai déjà écrit dans un article, ça m'a valu quelques pics de certaines personnes, mais ma position est très claire là-dessus. Je ne renie pas le Tanger international, je ne renie pas la Beat Generation, je ne renie pas l'histoire, parce que ça fait partie de l'histoire. Mais ce qui m'agace, et c'est ce qui continue de m'agacer, c'est que cette période,
On est encore en 2024-2025 et on est en train de reparler de la même chose. Quand il y a un événement, c'est toujours la Beat Generation, Paul Boyce, Boro, etc., etc. De temps en temps, on arrive à glisser Choukri avec. Mais Tanger, c'est pas ça. Tanger ne s'arrête pas à cette période. Tanger ne s'arrête pas à la Beat Generation. Il ne s'arrête pas à ces gens-là. Ouais, justement. Et moi, ce qui me gêne, ce qui me fait mal, c'est de voir, par exemple, des Tangérois, de vrais Tangérois, de vrais intellectuels dire « Ah, la période internationale ». Je suis désolé, la période internationale était un paradis pour qui? Mon oncle a vécu le tournage international. Et il me raconte des choses. Mais c'est aux antipodes de ce qu'on lit dans les livres. C'est-à-dire les vrais Tangérois, c'était des travailleurs, des ouvriers, des maçons et tout ça. Tanger, c'était quoi à l'époque? C'était les Anglais les plus riches, les Français comme administrateurs, Italiens et Espagnols comme ouvriers, avec les Marocains. C'est ça le Tanger international. C'est-à-dire quand on veut sublimer cette période, je dis ok, c'est une période rayonnante, internationalement parlant, parce que les écrivains ont voulu que ça soit comme ça. Mais en tant que sociologue, pas moi, mais je veux dire, si on fait un travail de sociologie, on va dire, je suis désolé, je voudrais pas que ça se reproduise. Et donc, je suis contre cette sublimation de ce Tanger international et je suis contre le fait qu'on considère que parce qu'il y a eu les Beat Generation, je ne sais pas si tu as lu certaines déclarations de la Beat Generation. Paul Boyce était plus ou moins soft dans sa façon de... Paul Boyce n'était pas raciste du tout, n'était pas ségrégationniste du tout. Mais quand on lit un petit peu ses livres, je mets au défi quelqu'un de me donner un des personnages positifs dans les livres de Paul Boyce. Le Marocain, l'Arabe, c'est toujours un domestique, c'est toujours un serviteur, c'est toujours un clochard, c'est toujours ceci, cela. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu de l'orientalisme américain. Oui, mais il a écrit avec Choukri, il a écrit avec Mourabet, il a écrit avec Layachi. Je sais. Je ne suis pas en train de dire que Paul Boyce ne vaut rien. Je dis simplement que la place dans laquelle on a placé Paul Boyce, pour moi, à mon sens, mais là je parle en tant qu'universitaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a analysé les œuvres de Paul Boyce, je ne lui donnerai pas la place qu'on lui donne. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais écrivain. Ça veut dire tout simplement qu'il faudrait le remettre à sa place. Mais quand je vois, par exemple, des déclarations de Boros, je me dis que les Tangérois qui sont nostalgiques de pas de cette période, mais de la Beat Generation, c'est ce qu'on appelle tout simplement, j'ai écrit un article un jour en appelant la nostalgie pathologique. Il faut vraiment être malade pour être nostalgique de cette période. Bon, c'est mon point de vue. Je sais qu'il n'est pas partagé par beaucoup de personnes, mais j'attends que quelqu'un me convainque du contraire. Mais quand je lis Boro, quand je lis Paul Boyce, quand je lis la Beat Generation dans sa globalité, je suis dans l'obligation de constater qu'ils étaient quand même racistes, qui n'avaient aucun respect pour les Marocains, beaucoup d'autres choses. Maintenant, quelle est la valeur littéraire de leurs œuvres, ça c'est autre chose. Par exemple, moi, un de mes livres préférés, c'est La Route de Kerouac. Ça, il faisait partie de la Beat Generation. Donc je sépare, je dirais, l'œuvre littéraire, en l'analysant, bien entendu, et le comportement de ces personnes. Et le comportement de ces personnes ne me permet pas de dire que Tanger a connu la Beat Generation. Ok, j'ai même entendu un jour dire, par un Marocain en plus, que Paul Boyce et la Beat Generation ont fait connaître Tanger. Alors je suis désolé. Ça veut dire qu'ils ignorent complètement l'histoire de Tanger. C'est Tanger qui les a fait, pas le contraire. مع الكل شكرا. تركنا المدينة الغربة الحزينة سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا كلين الطاي الأرض الكريمة مفدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا كلين الطاي. بلاقي انتمائي من الشط والرمال بداية حياتي أحالك يا وطن فرحة ومآسي أحالك وطن الغالي فلسطين حبيبة تنادي
Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'être tangérois aujourd'hui, après tout ça? Aujourd'hui, je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Moi, quand on me parle de Tanger aujourd'hui, je dis Tanger est invivable. Je cherche à sortir de Tanger. Parce que le Tanger que j'ai là, dans ma tête et dans mon cœur, ce n'est plus le Tanger actuel. Tanger a changé de façon négative, pour moi, à partir des années 90, lorsqu'on a commencé à détruire des quartiers. Par exemple, un exemple que tu dois connaître. Chaque fois que je passe par le quartier Iberia, j'ai un pincement au cœur. Mais c'était une œuvre architecturale immense, incroyable. Chaque villa, chaque espace parlait. Il y avait de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Raser, immeuble de 10, 20. C'est horrible maintenant. Et on a fait ça pratiquement. Pourquoi il fallait garder ça? Il fallait garder Iberia et les autres quartiers, le Tanger tel qu'il était, et aller construire en périphérie. Mais ça nous dépasse. Deuxième chose qui a tué pour moi Tanger, c'est les zones industrielles. Tanger n'est pas faite pour être une ville où ça travaille. Ville, voilà. Non, d'accord, avec ce cliché du Tangérois qui ne travaille pas, c'est pas grave. C'est pas ça. Tanger est faite pour être un port. Pour être, j'allais dire une station balnéaire, ça c'est plutôt exotique, mais elle n'est pas faite pour être une ville industrielle. Quand tu vois Tanger maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu pars du côté de Tétouan, zone industrielle. Tu pars du côté d'Azila, zone industrielle. Elle est entourée de zones industrielles. Ça a donné quoi? Ça a donné une ville sans âme. Moi, je vais te faire peut-être rire, plutôt pleurer. Quand je veux véritablement écouter le tangérois, le vrai, c'est-à-dire l'accent, j'ai deux solutions. Ou bien, il faut que j'aille à Sourdakhel chercher quelqu'un qui n'est jamais sorti de Sourdakhel, je plaisante bien sûr, ou bien aller à Bruxelles. Parce que les Tangérois de Bruxelles sont partis de là dans les années 60-70 et ils ont gardé leur accent tangérois. Et là, j'étais à Bruxelles il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, j'ai passé une dizaine de jours là-bas. J'allais exprès dans des cafés des Tangérois pour écouter j'allais dire le vrai tangérois. La langue évolue bien entendu. Mais pour écouter le tangérois de mon enfance, que je ne retrouve plus ici. Moi, ce qui me fait mal, j'exagère. Les villes marocaines, là je vais parler des villes marocaines pour que je ne sois pas vraiment qualifié de chauvin non plus. Je connais très bien Oujda, je connais Rabat, je connais Casa, je connais Tanger, je connais Fès. Ces villes avaient leur identité. Chacune avait une identité propre. C'est-à-dire quand tu t'es déplacé à un moment donné de Tanger à Fès, tu savais que tu avais changé d'espace. De Fès à Marrakech, tu le savais, parce que chaque ville avait son âme. Maintenant, c'est plus le cas. Et c'est l'ère de la mondialisation aussi. Oui, mais les décideurs, nos décideurs, ne sont pas intelligents au point de garder... Un exemple très simple. Un exemple vraiment très simple. Vous allez à la Médina de Tanger. Vous allez à la Médina de Tétouan. Vous allez à la Médina de Fès. Vous allez à la Médina d'Oujda. Vous allez à la Médina... C'est des villes que j'ai visitées récemment. Qu'est-ce qu'on voit? Les soi-disant architectures urbaines ont installé des portes qui sont les mêmes. Vous allez à la Médina, vous voyez les mêmes portes, alors que les portes de Jbala ne sont pas les portes de Marrakech. Les portes de Marrakech ne sont pas les portes de Fassi. La peinture murale de Jbala n'est pas la peinture murale. La mosaïque de Jbala n'est pas la mosaïque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maintenant on trouve la même mosaïque, j'ai presque envie de dire les mêmes trottoirs, les mêmes réverbères, les mêmes palmiers. Je suis désolé. Ça, je suis contre ça. Et ça, pour moi, les décideurs, ce sont eux les responsables. Ils devaient penser à ça. Tanger a une âme, Tétouan a une âme, Oujda a une âme. Gardons ça. Si vous voulez faire de la ville nouvelle, il y a suffisamment d'espace pour construire la Défense à Paris. À Paris, quand on a voulu faire la ville moderne, on est allé construire la Défense. Mais le quartier latin est toujours le quartier latin. Quand j'ai envie de voir par où passer les personnages de Zola, je vais à Halle, je retrouve les rues que j'ai lues dans La Curée, je retrouve la maison de Hugo telle qu'elle est. Je termine par ça. Je discutais un jour avec un cinéaste, un réalisateur, qui faisait un film à Tanger. C'est un film qui se passait dans les années 50. Il m'a dit, c'est impossible de filmer maintenant à Tanger. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, mais il m'est impossible de faire un grand plan. Parce qu'il y a une maison qui date des années 50, je voudrais la prendre, je dois faire un grand plan. Si je fais un grand plan, il y a une téléboutique par là, il y a un immeuble de 10 étages par là. Comment je vais faire? Donc il était obligé de resserrer, il prenait la fenêtre, il prenait la porte. Pourquoi on n'a pas gardé le quartier latin à Tanger? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Pourquoi on a détruit ça?
Ça me fait mal. Et c'est pourquoi je dis que Tanger maintenant, c'est pas mon Tanger, ça. Alors, dernière question. Et toi, qu'est-ce que tu as apporté à Tanger? Ce que j'ai apporté à Tanger, je suis en train de, j'allais dire éduquer, c'est exagéré de ma part de dire ça. Je suis en train peut-être de faire passer mes idées. Peut-être que j'estime que j'ai plutôt des idées, j'allais dire libérales, mais dans le sens du 19e siècle. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de passer le flambeau à la jeunesse d'aujourd'hui pour que le Maroc de demain, la jeunesse de demain, soit plus compréhensible, plus ouvert. Que cette jeunesse fasse partie de ce qu'on appelle le citoyen du monde. Si j'arrive à faire ça, et j'ai la possibilité de faire ça parce que j'ai devant moi chaque semaine des centaines et des centaines d'étudiants, je crois que si j'arrive à faire passer ces idées, ça sera ma contribution. Maintenant, pour Tanger, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je ne sais pas si tu as lu certains de mes articles. J'ai pas arrêté d'écrire, j'ai pas arrêté de crier, j'ai pas arrêté de parfois même d'insulter des responsables pour dire attention, là ça va pas, là il faut faire ceci, là il faut cela. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À votre avis, quelle est mon arme à moi? C'est les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule possibilité que j'ai pour essayer de contribuer à un Tanger tel que je le vois, c'est ce que j'écris. Maintenant, est-ce que les gens lisent? Est-ce que les gens comprennent ce que vous écrivez? Est-ce que les gens ne s'en foutent pas complètement de ce que vous écrivez? Et ça, c'est un autre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma contribution, tout simplement, passe à travers mes articles, mes tribunes et aussi mes romans. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passera? Est-ce que ça passera pas? Est-ce que je suis utopique? Est-ce que je suis fou? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est l'avenir qui le dira. Ce dernier épisode de Détroit était consacré à Mokhtar Chaoui, romancier, essayiste, enseignant, chercheur et poète, à l'occasion de la parution de son 6e roman, le 4e livre. L'entretien a été réalisé à l'hôtel El Minza à Tanger en décembre 2025. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte, extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien établi par Mokhtar Chaoui et Philippe Guiguet-Bologne est composée de La Mala Reputación de Paco Ibáñez, Nahla Shama de Nas El Riwan, Chacun des Africains LWV 49 de Jean-Baptiste Lully, Feeling Good de Nina Simon, Mama de Muslem, Deira de Saint-Levant avec MC Abdul en live session et Entre dos Aquas de Paco de Lucia dans une version de 1976, les 7 morceaux ayant été gentiment empruntés à la générosité de leurs ayants droit.
Thank you.